des collectivités territoriales, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Monsieur le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Madame la conseillère technique du ministre en matière de gouvernance locale, Monsieur le représentant résident du NUD, Monsieur le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, Monsieur le président de la Fédération nationale des Kazakhs d'Haïti, Madame la coordonnatrice générale de la DINEPA, Monsieur le directeur exécutif de l'ensemble contre la corruption, Monsieur le représentant de la GRID, Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames, Messieurs les directeurs, cadres du ministère, Mesdames, Messieurs les représentants des 10 associations départementales des maires et des Kazakhs, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, l'effort novateur, constructif, créatif et positif que poursuit le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales traduit le ravissement que j'éprouve ce matin, non seulement à vous saluer, à vous accueillir, mais aussi à vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans ce jardin de pensée, dans ce champ d'idées, de réflexion, où votre présence sera le fil précieux qui tissera la tapisserie des échanges qui se porteront sur le financement des collectivités territoriales, socle de la démocratie participative, ou encore meilleur moyen pour bâtir nos territoires, des communications qui également se concentreront sur le développement local, qui est la clé véritable pour ouvrir les portes du développement local. Cet atelier que nous considérons comme un événement crucial se réalise
dans un contexte de crise pluridimensionnelle, multidimensionnelle, qui s'explique par la situation de l'insécurité que nous connaissons, par l'instabilité politique chronique, par la violence, le banditisme, par la situation désastreuse, alarmante, asphyxiante, qui plonge la population haïtienne dans la misère la plus abjecte. Ces réalités sombres, ces réalités, je dirais, pénibles, impactent ou encore affectent les collectivités territoriales qui n'arrivent pas vraiment à trouver les moyens pour fournir les services publics revenant de leurs compétences. En dépit de ces obstacles, en dépit de ces accros, de ces embarras, grâce au leadership éclairé du ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, grâce au directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, grâce à l'infatigable conseillère technique du ministre en matière de gouvernance locale, grâce à nos partenaires techniques et financiers, grâce à nos valeureux et compétents cadres des 3 sous-directions, la machine de la direction des collectivités territoriales ne s'arrête pas. Mesdames, Messieurs, c'est dans ce contexte difficile, dans ce contexte, je dirais, contraignant, que se trouvent les commissions municipales, les CASEC, qui sont confrontés à un problème de financement. Et voilà ce qui fait de cet atelier un devoir, une nécessité, un besoin, une utilité. Au regard de l'agenda, 4 panels s'imposent avec des sujets essentiels. Et vous allez avoir le bonheur d'être suspendu aux lèvres de nos précieux intervenants. Des experts sur le terrain, triés sur le volet, un ami, un frère sénégalais, à qui nous disons également merci pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de notre participation au 6e Forum international de la démocratie participative au Sénégal. Je m'en voudrais terminer sans exprimer la reconnaissance, la gratitude de la direction des collectivités territoriales, de toutes les collectivités territoriales haïtiennes, à l'endroit du ministre Paul-Antoine Bien-Aimé pour ses innombrables bienfaits.
j'écoute résonner, j'écoute retentir en moi les vivas, c'est-à-dire les acclamations de toutes les collectivités territoriales haïtiennes, 149 communes, 672 sections communales, qui saluent les efforts constructifs du ministre Paul-Antoine Bien-Aimé. C'est avant tout avec conviction que je prends la parole ce matin à l'occasion de cet atelier stratégique sur le financement des collectivités territoriales et le développement local, organisé par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, en partenariat avec la FENAM et avec l'appui du PNUD que je représente aujourd'hui, et cela à travers le projet que vous connaissez tous, AGLT, qui correspond au projet d'appui à la gouvernance locale et au développement territorial. Je tiens avant tout à saluer l'engagement du ministère de l'Intérieur et de la FENAM à placer la question du financement territorial au cœur des priorités institutionnelles. Je remercie également l'ensemble des partenaires dont la présence témoigne d'une conviction commune que le financement des territoires est exactement le fondement d'une gouvernance inclusive et d'un développement androgène. Dans un contexte que nous connaissions tous, un contexte national marqué par une crise multidimensionnelle, qu'elle soit politique, économique, sécuritaire, sociale, les collectivités territoriales doivent être perçues comme des acteurs centraux d'une reconstruction nationale fondée sur la proximité et la résilience. Selon les données du PNUD, 70% des investissements publics en développement humain sont mis en œuvre au niveau local. Et c'est exactement là où s'expriment directement les besoins des populations. C'est à ce niveau que se manifestent aussi les capacités d'initiative et de transformation sociale et économique. Or, ce diagnostic est sans appel. Haïti consacre actuellement, et corrigez-moi si je me trompe avec les chiffres, moins de 2% de son budget national au financement des collectivités territoriales. Est-ce que je me trompe, Monsieur le ministre? Je suis correct sur ce chiffre. Tandis que les standards internationaux recommandent un minimum de 5 à 7%. Donc vous voyez que nous sommes relativement loin en termes d'attribution budgétaire et dépenses, naturellement. Cette disparité explique pourquoi tant de compétences transférées restent encore lettre morte. Les collectivités disposent de responsabilités, mais manquent de ressources, générant frustration et, si vous me permettez, Monsieur le Ministre, une certaine décrédibilisation des institutions locales. Le financement local constitue donc le pilier fondamental de 3 enjeux. Avant tout, la gouvernance démocratique, la cohésion territoriale et, naturellement, le développement durable et inclusif. Nous savons tous que sans ressources propres, une collectivité ne peut être autonome ni responsable devant ses citoyens. Et c'est exactement ça le sens de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui. À un moment charnière avec la réforme fiscale annoncée, cette rencontre offre une opportunité stratégique pour poser un diagnostic lucide, partager les bonnes pratiques régionales, mais surtout construire des orientations concrètes pour un nouveau modèle de financement des collectivités territoriales. Les échanges de ces 2 journées s'inscrivent dans une logique de chaîne de valeur de financement territorial. Nous commencerons par questionner l'architecture actuelle du Fonds de gestion de développement des collectivités territoriales, dont nous savons tous l'allocation a stagné depuis 2016. Il est donc impératif de réviser ce mécanisme et naturellement de le réorienter vers une réelle capacité de redistribution équitable. Cette évaluation débouchera sur une exploration des voies permettant une meilleure intégration des investissements locaux dans le budget national.
Nous nous inspirons aussi des modèles de programmation participative testés dans des pays amis et proches, notamment dans la région, où les collectivités définissent leurs priorités en dialogue direct avec leurs citoyens et leur gouvernement central. Parallèlement, il s'agira de renforcer le lien entre fiscalité locale et participation citoyenne. Les citoyens acceptent davantage une imposition locale lorsqu'ils voient directement comment leur contribution finance ces services publics dont ils attendent tous les résultats. Nous testerons donc des mécanismes innovants de budgétisation participative. Enfin, pour dépasser la dépendance envers les seules ressources budgétaires de l'État, nous identifierons des mécanismes alternatifs mobilisant l'ensemble de l'écosystème, des partenariats publics-privés qui soient territorialisés, des fonds de garantie pour les investissements locaux naturellement, et peut-être la mobilisation stratégique des transferts de la diaspora vers des projets territorialisés. À cet égard, le PNUD, à travers le programme AGLT et son observatoire des finances locales en cours de création, réaffirme son engagement à accompagner cette transformation d'une façon systémique. Notre approche, et Monsieur le ministre le sait bien, repose sur 3 convictions qui sont enracinées sur 3 décennies de travail dans les domaines de gouvernance territoriale. Premièrement, le développement local durable nécessite des institutions locales et territoriales capables et redevables, dotées de compétences en gestion financière, mais surtout en leadership transformationnel. Deuxièmement, le financement local doit mobiliser simultanément les ressources publiques, les contributions citoyennes, les investissements privés et les appuis extérieurs. Les territoires qui diversifient leurs sources de financement enregistrent une croissance économique locale 40% plus rapide. Et cela est documenté par plusieurs rapports et analyses. Et troisièmement, les réformes peuvent réussir que si elles sont co-construites et enracinées dans les réalités du territoire, portées par un dialogue permanent entre l'État, les élus locaux, les acteurs économiques, la société civile et les citoyens. La décentralisation est avant tout un processus participatif qui valorise les initiatives territoriales et, comme je le disais, renforce la gouvernance de proximité. Comme il a été annoncé pour cette rencontre, les livrables attendus de cet atelier constituent, et cela a été dit en phase d'introduction, des jalons majeurs. On parle de la mise en place de l'Observatoire des finances locales, qui sera le fondement de tout progrès, qui permettra de collecter et diffuser des données fiables sur la santé financière des collectivités. On parle aussi de l'élaboration d'un protocole d'accord multipartite qui traduira les apprentissages en engagements concrets autour d'objectifs chiffrés et quantifiables. On parle aussi de réformes stratifiées qui identifieront des mesures à court terme, moyen et long terme. Et enfin, l'atelier amorcera des mécanismes pilotes de financement et on l'espère que ce soit des financements innovants dans 3 à 5 territoires de démonstration permettant de tester les approches et de constituer une base de preuve pour le déploiement national. Pour terminer, mesdames et messieurs, le financement des collectivités territoriales est une question politique au sens noble du terme. Elle touche à la répartition du pouvoir, à l'équité territoriale et surtout à la promesse démocratique selon laquelle chaque citoyen a le droit à des services publics décents et à une parole entendue. C'est une question de vision commune pour Haïti.
celle d'une nation où la décentralisation est une réalité vivante de gouvernance démocratique et de prospérité partagée. Comme vous le savez, et cela dure depuis plusieurs années et décennies, comme je l'avais dit, le PNUD demeure résolument aux côtés du gouvernement haïtien, des autorités locales et de l'ensemble des partenaires pour transformer ces réflexions en actions concrètes. Car le succès de cet atelier se mesurera à l'impact réel sur les capacités des collectivités à construire des routes, former les enfants, soigner les malades et offrir des opportunités économiques. Je forme le vœu que ces 2 journées soient riches, ouvertes, sans complaisance et porteuses d'engagements fermes, qu'elles permettent de dépasser les rhétoriques convenues pour affronter les vrais obstacles à la décentralisation en Haïti et qu'elles contribuent à poser les bases concrètes d'un nouvel élan pour le développement local et la transformation territoriale d'Haïti. Je vous remercie encore pour votre aimable attention et je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux. Il n'a pas été prévu que je prenne la parole, tout en vous remerciant toutefois pour la parole accordée. Mais le sujet est si important que je ne puis rester indifférent. Et pour les raisons suivantes. D'abord, les collectivités territoriales constituent le principal maillon de la représentativité de l'État à l'échelon département, commune et section communale. Quand les collectivités ne sont pas financées, c'est la population directement qui est touchée. Or, on sait que depuis déjà une trentaine d'années, Haïti n'a pas connu de croissance. Ce qui fait que nous assistons de plus en plus à l'accroissement des inégalités sociales, à la montée de la précarité et surtout au déclin des classes moyennes et populaires. Donc, financer les collectivités carrément revient à tenir compte de cette situation. Surtout que nous vivons dans un contexte où le centre, le pouvoir central, est lui-même affaibli, parce que nous assistons au déclin de l'État central. Donc, organiser un atelier sur la question ne peut être que profitable, non seulement à l'État, mais aussi aux acteurs intervenant au niveau des collectivités territoriales. Il y a ce premier problème. Un deuxième problème, c'est la question démographique. La question démographique qui est un problème central. Suivant les projections de l'Institut haïtien des statistiques, nous sommes à présent environ près de 12 millions. Et suivant certaines projections, nous serions près de 15 millions à l'horizon 2035. Ce qui fait que le problème de la répartition des ressources, le problème de l'équité, devient un problème qui constitue un enjeu central pour nous-mêmes dans notre lutte et consistant à atténuer la pauvreté, sinon diminuer les inégalités sociales. Troisièmement, la crise sécuritaire actuellement affecte grandement les collectivités territoriales. C'est un maillon qui a sauté carrément. Donc, il y a des communes qui sont carrément dépassées, parce que si on prend par exemple le département de l'Ouest, il y aurait près d'1 300 000 personnes de déplacés internes qui ont trouvé refuge dans les communes alors qu'il n'y avait pas eu de planification au départ. Donc, c'est tout le problème de financement. Et puis, il y a l'aspect développement local. Il y a cet aspect-là aussi, c'est que l'État est obligé de non seulement de revoir le pays à partir de la base, donc les collectivités, mais de réorganiser les citoyens dans leur propre collectivité.
J'ai bien aimé l'intervention du président de la FENA, mais aussi j'emprunte à M. Bichon une expression. Là, nous sommes dans une perspective de construction de la démocratie participative. Parce qu'il y a un aspect sur lequel il nous faut nous pencher. L'échec politique actuel en Haïti, c'est l'échec de la démocratie représentative, formelle et classique. C'est l'échec de la démocratie représentative. Les statistiques sont là. Elles parlent d'elles-mêmes. Par exemple, quand le président Aristide est arrivé en 1990 au pouvoir, il avait gagné les élections avec 67% de voix. Nous étions à l'époque près de 4 500 000 en âge de voter. Quand le président Préval est arrivé au pouvoir, le premier mandat, il avait gagné les élections avec près de 1 200 000 voix. Et le deuxième, quand le président Préval est arrivé pour la deuxième fois, il avait gagné les élections avec près de 900 000 voix. Quand le président Michel Martelly est arrivé au pouvoir, il avait gagné les élections avec 700 000 voix. Et pour le président, le regretté défunt président Jovenel, c'est 500 000 voix. C'est vraiment l'échec, c'est le recul de la démocratie participative. C'est qu'en réalité, les collectivités territoriales sont laissées à elles-mêmes. Donc, le troisième volet, c'est la place des jeunes dans les collectivités territoriales. Haïti, c'est un pays qui a un bonus démographique parce que sur les 12 millions que nous sommes, près de 70% de la population serait jeune. En 1999-2000, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait réalisé une étude. Et dans cette étude, il a été démontré que 48% de la population d'alors était âgée de 15-30 ans et 22% de 0-15 ans. Nous sommes en 2026. C'est pour vous dire que si les jeunes ne trouvent pas leur place dans les collectivités territoriales, dans les quartiers, dans les sections communales, dans les communes, dans les départements, ils peuvent être tentés d'aller gagner leur vie ailleurs. Et ailleurs, vous voyez la direction que... Vous voyez. Donc, organiser les collectivités territoriales, c'est à la fois permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir leur place, c'est créer les conditions pour un développement participatif, un développement local, c'est en quelque sorte permettre à l'État central d'être présent à travers les services fournis aux collectivités dont a parlé le président de la FENA. Moi-même, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je travaille avec les collectivités parce que les écoles sont dans les communes, sont dans les sections communales, sont dans les quartiers. Un maire ou un CASEC, dans sa voiture, qui voit un enfant qui n'est pas allé à l'école, il est obligé comme une machine pour dire pourquoi ils ne sont pas à l'école. Ça qui passe. Ah bon, pas à l'école. Ah, maman, je ne vais pas à l'école. Soit elle n'a pas gagné, il n'a pas gagné pour moi, il n'a pas gagné place dans le lycée ou dans l'école nationale là. Mais c'est job parle. Ça fait que collectivité territoriale, l'école c'est pour eux. Commission communale d'éducation, il faut regarder comment l'école a marché. Il faut regarder comment grève a fait. Par exemple, on ne va pas peut-être nous mentir. Toute l'école nationale à la Graba. Toute l'école nationale. Lycée qui est temps de savoir, directeur lycée, on va mener un petit dans le lycée. Nous qui ont ménagé la caille, nous plutôt souffrir, prêter l'argent pour ouvrir dans l'école, mais l'école paie. Parce que l'école publique, ça la produit pas bon. Donc, c'est job collectivité. C'est travail pour ramasser question éducation. Il faut gagner des personnes ressources qualifiées pour qu'il y ait des dans la question éducation. Donc, bien content
atelier ça, ministère intégré collectivité territoriale organisée. Même si je ne suis pas programmé, je parler, je suis bien content de vous dire parole ça, m'adresser à nous, parce que c'est important. Le dernier point que je mettre en face sur lui, c'est que atelier ça est important parce que le pays a rentré dans une mutation. C'est-à-dire, ce n'est pas Haïti, les gens qui ont 50 ans, 60 ans, 40 ans dans ça là, ce n'est pas Haïti qui vivre là. On l'autre pays qui est là. C'est un pays qui mute. Les mutations sont phénomènes insidieux ou pas mais il y a de petits changements. C'est quoi les téléphones cellulaires apparaissent pour la première fois. Voilà. On va ça, et voilà qui ça. Et je dis, vous avez comme 3 800 000 abonnés et 17 qui 3 500 000. C'est-à-dire dans tout pays, dans la région, Haïti parmi plus de monde qui gagne rentrer dans son relais la téléphonie mobile. Donc, et collectivité territoriale, il y a des mutations qui ont fait, des changements de ville, des structures urbaines qui éclatent. Nous ne sommes pas un pays agricole encore. Nous ne sommes pas un pays agricole encore. Et faites attention à ça parce que dans toute plaine yo côté qu'on produit manger, c'est béton n'a metté dans yo. Béton n'a metté dans yo. Tout pied bois sacré, nous te gen pays à nous couper yo. Donc si collectivité a pas de ressources, il pas de connaissances, il pas de l'argent, il pas de monde, la peut fondrer à tout pays à chaque fois qu'on sait des collectivités qui dépassent carrément. Parce que mutation, par exemple, est-ce que vous êtes préparé pour 1 million de monde qui était pas au prince une journée côté météo, ça qui de l'eau à boire, qui ça manger. Donc c'est des changements, des bouleversements pays là-dedans, mais surtout nous pas un modèle agraire encore d'il y a 30-40 ans. Il y a exactement 30 ans à consulter les statistiques. Où des 64% de monde qui vivent en dehors, dans le monde rural là. À regarder dans le téléphone, nous, là, qu'on y a, nous 64% de monde qui vivent la ville. Avec tout problème, tout changement. Donc, si vous ne pas renforcer les collectivités territoriales, si vous ne pas bailler l'argent, si vous ne pas accompagner dans un projet à faire, si vous même ne pas rentrer dans un projet éducation qui c'est l'avenir pays, c'est laver main sur la terre. Depuis près de 40 ans, Constitution vient avec décentralisation qui veut dire demander pour pouvoir public locaux bail population service et deuxièmement animer développement local là en général. Mais nous connaissons moyens pas tellement suivre, pas tellement exister. Seul effort qui était fait en 1996, c'est création fonds de gestion de développement des collectivités territoriales. Le seul effort sérieux qui était fait, mais parlementaire qui était préparé loi ça, était non seulement créé fonds, il était créé modalité de gestion de fonds. Il était retiré gestion fonds dans l'État central, qui était un simple témoin, mais c'était collectivité eux-mêmes qui était responsable gestion fonds. Évidemment, il était prévoir un dispositif qui n'a jamais existé ou bien qui existe une seule fois, c'était élection indirecte. Et nous toujours prenons prétexte élection indirecte pour nous pas bailler collectivité yo droit yo pour c'est eux même qui gérer FGDCT. Yon nan bagay m'vle di jodi a li le li temps pour bagay ça fini. Li le li temps pour c'est pas ministère intérieur cap gérer fort. Et nous promettons nous tout accompagnement pour que collectivité yo ka reprendre droit grand dette yo
dans la gestion, fonds de gestion. Tout autant ça va fait, des ordres qui gagnent jusqu'à présent dans la gestion fonds, ils ne vont jamais finir. Puisque les magistrats, en CASEC, avec le ministre là, c'est comme en faveur, la demandé de bien vouloir. Ce n'est pas ça lié, c'est l'argent nous. Donc, on engage nous dans la bataille pour nous reprendre droit, pour nous capables de gérer fonds ça. Moi, content tout, ouais, présence, ministère, Éducation nationale, qui pourra organiser un gros événement sous financement de l'éducation et sous efficacité système éducatif là. Nous connaissons le système n'est pas efficace, nous connaissons financement manqué, financement de l'État même non. Le ministre lui-même se dit que dans qui est allié, ça le servit. Eh bien, deuxième bataille pour nous mener, nous-mêmes, collectivités, c'est respecter droit, constitution, nous sommes co-gestionnaires du système éducatif. Et donc, ce n'est pas notre commission municipale pour le ministère inviter nous, c'est pour nous chita avec le ministère où est comment nous gérer non seulement l'école privée, l'école communautaire, mais tout l'école publique. Parce que c'est pas un secret pour personne. Tout le monde connaît que dans le lycée, par exemple, lycée, grand pile professeur, là, il pas faire grève, il pas faire cours. Grand pile élèves qui vont faire une année, sans pas jamais ouais, pièce professeur vient de la caille. Donc, il faut que nous reprenions droit ça, constitution banois, les désigner nous comme gestionnaires de l'offre d'éducation dans le pays. Après ça, grand pile problème. Et grand pile problème de renforcement collectivité, mais le problème ça, n'a gardé après. Ce n'est pas un problème qui est solide. Cet atelier se tient à un moment stratégique. Le budget municipal est en cours d'exécution. Le mois de décembre et son lot de dépenses est derrière nous. La campagne de recouvrement de la patente et de la CFPB s'annonce et les projets locaux financés à partir du PIP entrent en phase d'exécution. Bref, nous sommes à un moment clé pour apprécier sans filtre la réalité financière de nos collectivités. La semaine dernière encore, un maire nous confiait la pression financière intense à laquelle il est confronté en ce début d'année. Ce témoignage, il faut le dire clairement, est loin d'être isolé. Le sous-financement des collectivités territoriales haïtiennes n'est plus à démontrer. Près de 90% des communes et 100% des sections communales dépendent exclusivement des allocations du FGDCT. Les fonds alloués aux projets locaux représentent moins de 1% du PIB. Les recettes locales pèsent moins de 1% des recettes publiques, dont 80% sont collectés dans la région métropolitaine. Et ces chiffres, aussi alarmants soient-ils, ne prennent même pas pleinement en compte le contexte sécuritaire actuel, effondrement des impôts locaux dans certaines communes, explosion des dépenses liées au déplacement massif de population. La réalité sur le terrain est encore plus dure.
pour celles et ceux qui souhaitent s'investir dans la gestion de leur communauté et briguer un mandat local lors des prochaines échéances électorales, ces données doivent être regardées avec lucidité. Gouverner localement aujourd'hui exige courage, responsabilité et clarté. Au-delà de ce constat désormais bien connu, la situation financière de nos collectivités appelle un changement profond de paradigme dans la répartition des ressources publiques en Haïti. La concentration extrême des ressources n'est ni efficace, ni juste, ni soutenable. La décentralisation politique consacrée par la Constitution de 1987 ne peut rester inachevée. Elle doit impérativement s'accompagner d'une décentralisation financière cohérente, rationnelle et proportionnée aux responsabilités confiées aux autorités locales. Ne l'oublions pas, les citoyennes et citoyens haïtiens vivent dans des villes, des communes, des sections communales, des espaces qui doivent être organisés, nettoyés, sécurisés, aménagés et parfois cultivés. Et pour que la vie en communauté soit possible, pour que le lien social se renforce et que l'avenir se prépare, il faut des moyens. Créé il y a plus de 30 ans, le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales devait être ce catalyseur financier. Aujourd'hui, il nous revient collectivement de lui redonner pleinement ce rôle. La question est simple, mais elle est fondamentale. Quelle ville voulons-nous pour quelle Haïtienne, pour quel Haïtien? Les échanges qui s'ouvrent aujourd'hui doivent nous permettre d'examiner les enjeux tels qu'ils se posent concrètement pour nos collectivités, mais aussi de découvrir des mécanismes et instruments financiers mis en œuvre dans d'autres pays de la Caraïbe et d'Afrique. Et à propos de l'Afrique et du Sénégal, je salue notre ami Bachir Kanouté, je crois, qui assiste à cette rencontre à distance. Partout, les défis se ressemblent. Des communautés s'organisent, élisent des représentants, mutualisent des ressources pour financer des services d'intérêt commun et doivent trouver des solutions lorsque les moyens locaux s'avèrent insuffisants, ce qui est le cas le plus fréquent. Une chose est certaine, la décentralisation commence par la décentralisation financière. Malgré les contraintes persistantes, le ministère a pris des mesures visant à stabiliser l'administration des collectivités territoriales, notamment par le versement régulier des allocations de fonctionnement depuis plus d'1 an. La question des arriérés du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales a été portée au niveau de l'administration centrale afin d'en déterminer les responsabilités, d'en prévenir la récurrence et d'examiner les modalités d'appurement de la dette accumulée. Alors, on n'a pas les Français, mais en fait, 24 mois arrière, à me répéter encore, c'est pas moi qui mettais. Nous voulons pas moi, mais c'est pas moi qui mettais. 24 mois arrière qui existait, il faut nous connaître la cause. Il ne pas arrêter comme ça le fait. Il n'y a pas papa, il maman. Il faut nous joindre. Une avancée majeure mérite d'être soulignée. La relance et la redynamisation des fonds locaux
à compter de cet exercice 2025-2026. Pour la première fois depuis 2018, les communes pourront de nouveau financer des projets en maîtrise d'ouvrage à partir du PIP. Cette avancée est le fruit d'un effort concerté de la FENAM, du MPCE et du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, déterminés à insuffler un nouvel élan à la décentralisation consacrée par la Constitution. Je souhaite enfin adresser une salutation particulière au projet d'appui à la gouvernance territoriale AGLDT du CNUD, financé par le Canada, partenaire de mise en œuvre de cet atelier. Arrivé à son terme, ce projet a contribué de manière significative à la promotion de la décentralisation et au soutien des acteurs de la gouvernance locale, notamment dans les zones frontalières, dans un contexte particulièrement éprouvant. Je salue également nos partenaires de l'Union européenne, parmi les premiers à avoir soutenu la décentralisation financière et dont le projet SBC2 constitue une opportunité réelle pour nos collectivités territoriales. Je remercie l'ensemble des participants pour leur présence et leur contribution, ainsi que les équipes de la DCT, de la FENAM, de la DGPC pour leur engagement ayant rendu possible l'organisation de cet événement.